Reconnu pour son rôle actif dans la diplomatie régionale et internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est aujourd'hui candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Pourquoi cette candidature? Quelles sont ses chances d'être élu? Quelle est sa vision pour l'Afrique? Autant de questions que nous lui poserons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée donc à cette candidature du ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'abord pour m'avoir invité sur le plateau de la RTD et je remercie Monsieur le directeur ainsi que toute votre équipe. Et vous faites un travail exceptionnel. Alors, une première question, une question que tout le monde se pose. Pourquoi Djibouti a-t-elle porté donc, le choix de vous proposer en tant que candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine lors des élections de février prochain? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens d'abord à remercier mon pays et mon président qui ont cru en mes capacités à assumer cette responsabilité et ont décidé de proposer ma candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Ce poste est un poste extrêmement important, prestigieux sur le continent. La personne qui l'occupera sera pendant 4 ans le visage de l'Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique a 55 pays membres. L'Afrique est un continent vaste et c'est un poste extrêmement important. Le deuxième élément qui plaide en faveur de ma candidature, c'est que j'ai plus de 30 ans d'expérience en diplomatie. J'ai exercé donc la fonction de ministre des Affaires étrangères pendant près de 20 ans. Et je pense qu'avec mes atouts linguistiques, et surtout le fait que j'ai un networking et des relations assez vastes sur le continent, j'estime que je présente le profil, je dirais, adéquat pour pouvoir occuper cette responsabilité qui est, je dirais, encore une fois, une mission lourde, une tâche difficile, mais un poste extrêmement prestigieux et important pour moi et pour notre pays. Si vous êtes élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, quelle serait votre contribution notamment aux questions de paix et de la sécurité pour la région, mais aussi pour le continent? Il faut savoir que le continent ou l'organisation a d'abord un certain nombre d'organes, qui sont des organes décisionnels, l'Assemblée des chefs d'État, le Conseil exécutif, la Commission. Les élections à cette commission, comme vous l'avez précisé, auront lieu en février 2025. C'est 8 commissaires qui vont être donc, dont les mandats seront renouvelés. Quand je dis 8 commissaires, 6 commissaires, un président et une vice-présidente. Ou une vice-présidente parce que le principe du genre aussi entre en cause. S'il y a un président homme, systématiquement la vice-présidente est une femme. Donc principe de répartition géographique, principe genre également. La rotation cette fois-ci, elle est venue vers l'Afrique de l'Est. Et donc c'est l'Afrique de l'Est qui présente des candidats. Si je suis élu, c'est la question, elle est fondamentale. Les défis sont nombreux, extrêmement nombreux en matière de paix, de sécurité, de développement, de lutte contre les changements climatiques, contre la migration. Il y a beaucoup de dossiers qui m'attendent, n'est-ce pas, si je suis élu, donc à ce poste. Sur la question de la paix et de la sécurité, il existe déjà une stratégie qu'on appelle la stratégie 20-30, faire taire les armes. Et faire taire les armes avait déjà été adoptée en 2016. Cette stratégie avait cours jusqu'à 2020, mais le continent n'a pas pu, n'est-ce pas, se débarrasser des foyers de tension, des crises internes, des guerres, etc., ainsi que des changements anticonstitutionnels. Donc la stratégie a été prolongée jusqu'à 2030. Et pour mettre en œuvre cette stratégie, il y a des mécanismes. La Commission fait partie de ces mécanismes, le Conseil de paix et de sécurité, le Fonds de la paix, le Comité des sages, le Comité des chefs d'état-major des armées, le Fonds, etc., etc. Donc, le rôle du président de la Commission, c'est d'abord donc de prendre à bras le corps toutes les décisions qui sont prises par l'Assemblée des chefs d'État, notamment cette stratégie sur faire taire les armes, sur la paix et la stabilité, et mettre, je dirais, l'action de ces mécanismes de manière harmonieuse vers l'atteinte de ces objectifs et faire en sorte qu'ils travaillent de concert. Et c'est ça le principal défi que le président de la Commission doit, n'est-ce pas, assumer. J'aimerais également ajouter à cela
pour vous donner un peu quelques indications sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Il y a plusieurs foyers de tension. Tout à fait. Dans le Sahel, des changements anticonstitutionnels, plusieurs pays sont sous sanctions à cause de coups d'État. Je dirais l'Afrique de l'Est, avec le problème du Soudan, la crise profonde dans laquelle est tombé le Soudan, les tensions qui existent entre l'Éthiopie et la Somalie. Vous avez également dans les Grands Lacs la tension chronique qui existe entre le Rwanda et la RDC. De nombreux foyers de tension qu'il faudra gérer. Et il faut ajouter à cela les mouvements terroristes qui opèrent dans la Corne de l'Afrique en Somalie, dans le Sahel, etc., etc. Donc, des défis importants pour la stabilité du continent. Il faut maintenant ajouter à cela un nouveau phénomène qui est celui de la sûreté de la navigation maritime. Vous savez que dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, la navigation maritime a été perturbée cette dernière année à cause des attaques des Houthis. Donc, il y a je dirais, une accumulation de défis et pour la paix et la sécurité sur le continent, pas seulement sur le continent, mais également sur les mers qui entourent ce continent. Et donc, il y a un travail de fond à faire dans les années à venir pour que l'efficacité de cette commission, l'efficacité des actions de l'Union puisse répondre aux attentes des peuples africains. Et ces attentes sont très bien stipulées dans l'agenda VAS 63 que nous connaissons tous. Les défis sont là, elles sont importantes, elles sont vastes, mais si l'on comprend bien, votre principal, ou en tout cas votre cheval de bataille sera la paix et la sécurité. Il n'y a pas que la paix et la sécurité. Bien entendu, il y a de nombreux programmes. On appelle ça les programmes phares de l'Union africaine. D'accord. L'Afrique doit se construire. D'ici 2063, il faudrait arriver à un continent qui est intégré, pacifique et prospère. Et donc, à l'image des autres groupements tels que l'Union européenne et d'autres. Et donc, les défis ne sont pas uniquement des défis de paix et de stabilité, mais c'est le départ. Sur un espace, si grand ou si petit soit-il, si la paix et la stabilité n'est pas restaurée, il est difficile de travailler au développement et à l'intégration. Le volet paix et sécurité n'est qu'un seul programme phare. Vous avez par exemple un programme sur les infrastructures. L'Afrique voudrait passer vers une transition énergétique, faire en sorte que les énergies renouvelables soient, au centre du développement. Il y a un projet phare qu'on appelle le barrage d'Inga, qui pourrait produire des milliers et des milliers de mégawatts sur le fleuve Congo. Nous avons le projet de transport ferroviaire, c'est-à-dire le train rapide transafricain. Il y a des programmes aussi importants que la cybersécurité, la création de l'encyclopédie africana, et il y a le marché des commodités. Il y a vraiment 15 programmes phares pour que l'Afrique, d'ici 2063, devienne vraiment un continent intégré. La paix n'est qu'une des composantes de ces 15 programmes phares. Bien entendu, ce que nous voulons pour le continent africain, ce n'est pas uniquement un continent des gouvernements et des chefs d'État. C'est un continent, une organisation qui met les peuples, les populations, les jeunes et les femmes au centre des prises de décision. D'accord. Tout à l'heure, on a évoqué très rapidement la question d'autres candidats. Évidemment, il y a d'autres candidats en lice, le Malgache, les Mauriciens ou les Kenyans, Raila Odinga. Qu'est-ce qui vous démarque justement de ces candidats? Quels sont vos atouts pour que vous réussissiez à être élu en 2025, en février 2025? D'abord, je suis un candidat qui est soutenu par son président, son gouvernement et son peuple. Donc, il y a unanimité sur ma candidature. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour les autres candidats. L'autre élément important, c'est que je suis actif. Je suis toujours actif dans la diplomatie, dans les relations internationales, dans la politique étrangère de mon pays. Ce qui n'est pas forcément le cas aussi des autres candidats. En plus, je suis issu d'un pays qui est un carrefour, un creuset culturel, un carrefour des continents. Et donc, je suis un petit peu le reflet de ce pays-là, qui est Djibouti. Nous sommes petits, mais nous avons une importance pour les grands pays. Vous voyez un petit peu le rôle que notre pays joue pour la sécurité, la paix, la stabilité dans la région et la sûreté de la navigation maritime. Et donc, ma candidature est considérée par beaucoup de pays africains comme une candidature naturelle pour le poste. Je suis le profil qu'attend l'Afrique, n'est-ce pas, pour ce poste.
Et en quatrième point, et ça aussi c'est un élément très important, c'est que l'Afrique est je dirais, à un tournant de son histoire. Il y a beaucoup de défis. Il y a une certaine présence physique, intellectuelle, de l'énergie à avoir pour supporter cette responsabilité. Il est difficile de concevoir que des gens d'un certain âge puissent assumer cette responsabilité. Et je crois que de ce côté-là aussi, j'ai un avantage comparatif qui plaide pour ma candidature. En plus d'être actif, est-ce que vous pensez que le fait de parler 3 langues est considéré aussi comme une différence par rapport aux autres candidats? C'est un atout indéniable. L'Afrique est un continent qui est varié, divers sur le plan culturel, il est multiculturel. Donc la personnalité qui arrivera à la tête de la commission devra être capable de pouvoir créer des ponts, des passerelles, être capable de communiquer avec toutes ces régions dans la diversité culturelle, dans cette diversité qui fait un petit peu la marque de fabrique de ce continent. Et je pense que sur ce point-là, j'ai également un atout par rapport aux autres candidats. D'accord. Vous êtes le candidat de Djibouti et donc dans ce sens, comment votre élection à la tête de la Commission de l'Union africaine va renforcer les rôles de Djibouti au sein de cette commission, ou du continent à proprement dit, aussi bien dans les affaires courantes, mais aussi sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement ou de l'intégration plus globalement? D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que la candidature d'un Djiboutien ou d'une Djiboutienne pour un poste donné à l'international est une source de fierté pour tout le monde, pour tous les Djiboutiens. Quand vous voyez un Djiboutien travaillant à l'OMS, au PAM ou ailleurs, et on voudrait voir les Djiboutiens gravir les échelons du système international et aller au plus haut. Ce n'est pas le représentant, mais c'est celui de Djibouti. C'est ça, c'est que vous reflétez quand vous arrivez quelque part, c'est le drapeau que vous avez sur vous, c'est le drapeau djiboutien. Donc, créer l'émulation est très important. C'est que les Djiboutiens, une fois que l'un d'eux arrive à un poste aussi important, cela donne de l'énergie, de l'ambition, et à ceux qui veulent aller plus loin dans cette, je dirais, quête pour atteindre ces postes importants. Le deuxième élément qui est important, c'est que c'est d'abord la reconnaissance du rôle de Djibouti. Si un Djiboutien est élu à un poste aussi important, ce que les pairs africains reconnaissent, c'est le rôle de ce petit pays qui quand même est un grand contributeur pour la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent. Et enfin, et ça aussi c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, il n'y a pas je dirais, de montagne qu'on ne peut gravir si on veut. Il n'y a pas je dirais, d'obstacle qu'on ne peut franchir si l'on veut. Et il n'y a pas surtout d'ambition qu'on ne peut réaliser si on veut le faire. Et je crois que c'est ça que les Djiboutiens peuvent comprendre. Et c'est cette énergie que j'aimerais apporter et cet état d'esprit que j'aimerais également, à travers ma candidature, un petit peu partager avec la jeunesse djiboutienne. D'accord. Justement, les Djiboutiens, à l'annonce ou lorsqu'ils ont appris que vous étiez candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, on a vu un peu aussi sur les réseaux sociaux un certain engouement, beaucoup d'enthousiasme. Et dans ce sens, quel serait votre message à leur endroit? Je crois que notre pays a sa place. D'abord dans la région, nous présidons l'IGAD, nous avons présidé d'autres organisations. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est reconnu pour étant un chef d'État qui met en œuvre une politique sage, une politique axée sur la paix, la stabilité et le co-développement. Dans cette région, vous n'avez qu'à le constater. Nous sommes le seul pays qui a eu autant d'années, des décennies de stabilité et de paix. Regardez autour de vous. Donc c'est vraiment l'illustration d'une politique sage menée par le président de la République. L'autre élément important, c'est que la taille du pays ne compte pas. Ce qui est important, c'est le rôle que vous jouez dans la région, sur le continent et dans le monde. C'est ce rôle, je crois, qui vous donne l'importance que vous méritez ou que vous ne méritez pas. L'autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, si les gens se tournent vers Djibouti pour beaucoup de choses, les grands pays considèrent Djibouti, certains ne la voyaient même pas dans la carte, sur la carte. Mais les gens aujourd'hui, quand on parle de Djibouti dans le monde, ils savent que Djibouti est un pays important. Et en cela, je crois, nous pouvons tous être fiers en tant que Djiboutiens
de cette réalisation. Après, chacun doit être en mesure de réfléchir au comment capitaliser sur cet atout, comment exploiter, je dirais, cet avantage comparatif et comment faire pour réaliser ses ambitions, les ambitions nationales, à travers ses acquis. Et il faut le savoir, ce sont des acquis. Mon message à la jeunesse djiboutienne, au cadre djiboutien, je crois que votre destin est entre vos mains. Bien entendu, nous sommes des bons croyants, des musulmans. D'abord, natawakkal ala Allah. Et après, on fait ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle les sabab qu'on doit prendre. Et donc, je crois que, et je le répète encore, tout est possible, il faut se donner les moyens et il faut surtout y croire. D'accord. Peut-être une dernière question. On est à moins de 4 mois de ces élections. Vous y avez déjà répondu, mais dans quel état d'esprit justement êtes-vous à l'approche de ces élections? Je travaille beaucoup. J'ai l'impression d'être revenu à l'université. Je lis beaucoup sur l'organisation, sur ses programmes. Je voyage beaucoup, je discute beaucoup aussi avec les gens, je donne beaucoup d'interviews, je fais des conférences. En fait, je suis très, très occupé. Et donc, comme je suis très, très occupé, il m'est difficile d'avoir le temps pour le reste. Mais quand on s'est fixé un objectif, il faut se donner les moyens pour y arriver. Voilà mon état d'esprit. D'accord. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.